standing, veuillez rester debout. Confederation Center acknowledges that the land on which we gather is the traditional unceded territory of the PEI Mi'kmaq. We acknowledge with respect the history, spirituality, and culture of the Mi'kmaq people who have been here for over 15,000 years. Le Centre des arts de la Confédération reconnaît que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Mi'kmaq de l'île du Prince-Édouard. C'est avec respect que nous rendons hommage à l'histoire, la spiritualité et la culture du peuple Mi'kmaq qui habite ce territoire depuis maintenant plus de 15 000 ans. Now, performing au Canada, please welcome Confederation Center Youth Chorus under the direction of Donald Fraser. La chorale, sous la direction de Donald Fraser, va maintenant entamer notre hymne national. Veuillez vous asseoir. La chorale va maintenant interpréter Mountain Climb, qui a été écrite pour la jeune compagnie du Centre des arts de la Confédération en 2017. Next, the chorus will perform Mountain Climb, a song originally written for the Confederation Center Young Company production of the Dreamcatchers in Canada 150 celebrations. Everything
Ladies and gentlemen, please welcome to the podium Mr. Robert Cyr, Chair of the Fathers of Confederation Buildings Trust, and Mr. Claude Métra, who, at the request of the Premier of Prince Edward Island, officially represented the province of Quebec on the board of the Fathers of Confederation Buildings Trust, and he is now a member of the Simons Medal Committee. Mesdames et Messieurs, Monsieur Robert Sears, président du groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération, et Monsieur Claude Métra, qui en 2004, à la demande du Premier ministre de l'île du Prince-Édouard, a été nommé membre du conseil de direction du groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération, représentant le Québec, et qui est maintenant membre du comité de la médaille Simons. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette 19e cérémonie de remise de la médaille Simons et conférence sur l'état de la Confédération canadienne. Des remerciements spéciaux à Donald Fraser, bien sûr, de sa chorale et la superbe performance. Bravo. Votre honneur, lieutenant-gouverneur Antoinette Perry, sénateur Murray Sinclair, sénateur Brian Francis, sénateur Mike Duffy, sénateur Diane Griffin, juge de la Cour suprême David Johnston et Dennis King, premier ministre. Ensuite, le chef Junior Gold de la Première Nation Bagouate, Darlene Bernard de la Première Nation Lennox Island, Roger Augustin, Assemblée de Première Nation, et la poète lauréate Julie Pelletier-Rush, le maire Philip Brown, conseiller Mike Duffy, Steve Bellamy, PDG du Centre de Confédération, M. George Kitchen, coprésident du comité. Mesdames et messieurs. In this 19th edition of attributing the Simons Medal, I want to underline the visionary spirit. This, as a chair of this board, we wanted to make sure that this event was taking place in both official languages. This conference has a major objective to offer an occasion to the citizens in Canada to express their visions. Alors, cette cérémonie-là a lieu à chaque automne, ici au Centre de la Confédération, pour signer l'anniversaire de la première rencontre des Pères de la Confédération, Charlottetown, en 1864. Alors, c'est financé à chaque année par le Fonds Fiducie de la Fondation du Centre de Confédération des Arts, et rien n'est possible sans l'appui des autres. Le Patrimoine Canada, la province du Prince-Édouard, la ville de Charlottetown et la province de Québec. We also want to thank Robert and Kimberly Cyr of their support. This is for their endowment fund that is done annually for this Simons Medal lecture. I will now invite the Honorable Dennis King, Premier of Prince Edward Island, to say a word of welcome. Same in English. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Sur note personnelle, comme un ancien conteur et artiste, un de mes rêves, c'était sur la scène ici, à la Centre de la Confédération, devant une salle pleine. Alors, mais mon histoire va être un peu plus sérieuse que ça aurait été par le passé. Mais merci d'avoir l'honneur d'être ici. Votre honneur, mes collègues de l'Assemblée législative, les chefs Bernard Golden, chef Augustine, sénateur Francis, Griffin, Duffy et bien sûr Sinclair, juge en chef Jenkins, le maire Philip Brown et vous, amis, mesdames et messieurs.
Bonjour tout le monde. Avant de commencer mes remarques, je voulais souhaiter une bienvenue spéciale au sénateur Sinclair. Tout le monde est bienvenu ici sur la terre des Abégois. Aussi, mon invitation à Tom et Christine Simons. Ils ne peuvent pas être ici avec nous aujourd'hui, mais leur présence est ressentie. Cette série de conférences nous rappelle de qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien et qu'on est privilégié d'avoir une histoire riche culturelle basée sur les gens qui se rassemblent, qui apprennent les uns des autres, avancer ensemble pour le mieux-être de tout le monde. Ces croyances de M. Simons, elle a une passion profonde pour le Canada, a été un bon ami et ambassadeur pour les Prince-Édouard et pour notre centre de la Confédération pour les arts. Et comme Tom et vous tous, j'ai une passion profonde pour les Prince-Édouard et le Canada. Je crois fermement qu'on vit dans le meilleur pays au monde. Cette courte pointe a plusieurs pièces pour représenter le Canada. On est diversifié, mais on essaie tous de faire en sorte pour rendre notre pays, nos provinces meilleures. Nous avons tous un rôle à jouer. C'est pas difficile de regarder auprès de nous, regarder à nos cousins du Sud. On a arrêté de se parler, de s'écouter entre eux autres. Ils mettent l'accent plus sur ce qui les divise, de ce qui les ressemble. C'est non seulement triste, mais ça nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. On n'est pas immunisé contre cela ici. On n'a pas toujours fait un bon travail de s'écouter les uns les autres et de faire ce qui est mieux pour nous. Mais on peut changer cela. On change cela. Les gens de l'île et les Canadiens nous ont demandé, comme chef, de travailler ensemble, de mettre la partisanerie de côté et de mettre l'accent sur les gens et de faire ce qui est mieux pour nos gens. Ça demande un changement d'attitude et je voudrais applaudir les 27 membres de l'Assemblée législative de l'île qui n'ont pas seulement embrassé ce changement-là, mais qui sont devenus des leaders dans les changements très nécessaires dans notre système. Le reste du Canada nous observe. Je sais qu'ils sont fiers, stimulés et qu'ils espèrent que cette attitude-là va faire son chemin à travers le pays. Et dans la même veine, on peut tous apprendre quelque chose du sénateur Sinclair aujourd'hui. Non seulement est fier Canadien, mais quelqu'un qui revendique les droits pour tout le monde. Son leadership et l'ont guidé à être un agent de changement. Il mène par l'exemple. Il se bat pour ce qu'il croit en tant qu'avocat, juge, enseignant, sénateur, mais aussi comme fier Canadien. Alors, à travers la commission de réconciliation, il a défié les Canadiens. Il faut se rappeler de la gravité du devoir qu'on a en tant que pays, en tant que peuple, qu'on apprenne du passé pour qu'on fasse mieux à l'avenir. Alors, on est ici aujourd'hui à quelques marches où un événement historique s'est passé ici en 1864. C'est important de garder ça en tête et aussi, en regardant vers l'avenir, d'apprendre de nos erreurs, de reconnaître nos succès aussi. Il ne faut pas oublier que dans le défi, il y a des opportunités de faire mieux et d'être mieux. Et on va faire cela, on va bien le faire seulement si on le fait ensemble. Merci et bonne conférence. Merci, honorable Premier ministre, pour ces bons mots. Et aussi, c'est également sa fête aujourd'hui. Alors, bonne fête.
Alors, la médaille Simons est nommée après le professeur Thomas H.B. Simons, un grand visionnaire canadien, un éducateur, un membre du Fonds de fiducie. Nous sommes heureux de reconnaître le professeur Simons, sa contribution au Canada. Malheureusement, le professeur Simons n'est pas capable de se joindre à nous aujourd'hui, mais nous sommes certains qu'il nous observe en ligne parce qu'il est très passionné à propos de son pays et de son avenir. Alors, bienvenue, Tom, de notre part, ici à l'île du Prince-Édouard. Nous allons maintenant introduire le celui qui se mérite la médaille, le récipiendaire Simons 2019. Le sénateur Sinclair a été comme desservi le système de la justice au Manitoba pendant 25 ans. Il fut le deuxième juge autochtone à être nommé au Canada et le premier au Manitoba. Il a servi comme coprésident de l'enquête sur la justice autochtone au Manitoba ainsi que commissaire en chef de la Commission sur la réconciliation. En tant que président de cette commission, il a participé à des centaines d'audiences à travers le Canada. Ça a porté à la production du rapport en 2015. Il a également supervisé un programme de levée de fonds de multimilliards de dollars pour appuyer les activités de la commission. Senator Sinclair was invited he was a professor of law at the University of Manitoba. He was very active within his profession. He earned several prizes, a national prize for excellence for Native for First Nations, one for his career. He got honorary doctorates, PhDs from 8 Canadian universities. He was named at the Senate on April 2nd, 2016. Alors, nous l'honorons aujourd'hui avec notre médaille pour 2019. Nous avons à sa conférence. La Confédération, on aurait pu mieux faire. Je vais inviter maintenant Julie pour inviter le sénateur ici. Et peut-être que le premier ministre pourrait venir nous rejoindre sur scène aussi. Alors, chanson autochtone. Bonjour, bienvenue. Les aînés, les chefs, ceux qui changent la terre, les invités. Je veux remercier le Centre de la Confédération pour me demander de participer à ceci. Je suis humble, je suis Mi'kmaq et je vis ici, dans cette terre non cédée qui s'appelle Mi'kmaqni. Et je veux vous souhaiter la bienvenue ici en paix et en amitié. Je veux honorer le sénateur Sinclair qui a traversé le pays pour nous rencontrer ici aujourd'hui. Merci d'être venu ici pour partager vos mots et votre sagesse. Et maintenant, voici maintenant le sénateur Murray Sinclair.
Ma langue, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie l'aîné pour la chanson de bienvenue, pour la prière et pour m'inviter ici de cette manière traditionnelle. Votre honneur, merci d'être ici. Merci pour la réception hier soir. J'ai aimé l'opportunité de passer du temps avec vous, de partager quelques mots avec vous et pour le don de tabac que vous m'avez offert. Et à tous les leaders, les invités ici, merci d'être venus ici et par votre présence, partager cette journée aussi, parce que cette journée ici est très importante pour moi. C'est une journée spéciale pour vous tous qui sont ici. Merci pour la réception, pour l'ovation debout que vous m'avez donnée et pour reconnaître le travail dans lequel j'ai participé au fil des années et pour montrer votre ouverture et votre bienvenue. Je veux remercier le président du conseil pour la bonne introduction. Les introductions, c'est un peu épeurant pour moi lors de rencontres comme ça. On n'est jamais sûr à savoir s'ils ont le mot document en main. Parce qu'une fois, j'ai été introduit et présenté quelqu'un qui avait la mauvaise feuille. Une fois, on me présentait un jeune étudiant en droit à l'Université de Toronto et je partais à la faculté de droit. Et ce jeune homme-là avait été envoyé, avait copié mes notes biographiques, seulement 12 pages à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu plus long. Elle s'est levée et elle a dit seulement j'ai lu le CV du juge Sinclair, c'est trop long à lire, mais l'ayant lu, je peux vous assurer, elle a dit qu'il est bien complet. C'est un homme complet. En général, j'aime être bref et l'exactitude dans les remarques de bienvenue. Mais à cette occasion-là, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'était un commentaire exact pour moi, mais tous ceux d'entre nous qui participent à des rencontres publiques, on se demande souvent qu'est-ce qu'on s'attend de nous. Quand on m'a demandé de venir ici, je pensais à ce que je devrais dire. Alors, le sujet que vous avez été introduit, celui que j'ai choisi, la Confédération, on aurait pu faire mieux. Je vais y revenir dans une minute. Mais les titres, des fois, ça peut être stimulant ou peut-être créer du froid. Alors, le fait que vous êtes ici, peut-être que vous êtes intéressé. J'ai été invité quelques années passées lors de l'anniversaire de la journée de naissance de Johnny MacDonald pour célébrer sa naissance. Et le président de la Société historique, à ce moment-là, était la mère d'une de mes collègues à la Cour. Et le vice-président était mon ancien professeur d'histoire. Et j'étudiais en histoire avant d'aller en droit. Alors, quand ils m'ont demandé de venir, je m'ont demandé si je ferais une conférence sur Johnny MacDonald. J'ai dit, j'aimerais bien le faire. Mais allez pas trop vite, là. Ils ne m'ont pas demandé le sujet, juste Johnny MacDonald. Et alors, j'ai commencé à préparer des notes, des pensées, des réflexions. Et une semaine avant, on prépare l'affiche. On va l'afficher pour montrer ça aux invités. On aimerait savoir quel est le sujet de ta conférence. Ah, ben j'ai dit, c'est facile. C'est pourquoi j'haïs le Sir John A.
Alors, il y a eu une longue pause, un long silence à l'autre bout de la ligne. Et tout ce que j'ai entendu, c'est « Oh! » Mais ils n'ont pas interféré avec mon plan. Ils m'ont laissé aller de l'avant, préparer des notes. Mais j'en avais beaucoup à dire à propos de sa contribution à notre pays et sa contribution à la relation qu'on a eue avec en tant que Première Nation avec ce pays. C'est important à ce moment-là que les gens comprennent bien notre histoire. Je veux reconnaître mes collègues qui sont ici, les autres sénateurs, parce qu'ils ont peut-être entendu cette histoire-là, mais je veux la partager. Quand j'étais nommé au Sénat en 2016, j'avais été juge pendant 30 ans, avocat avant ça. Alors, ma petite fille, qui avait à peu près 9 ans, quand j'étais nommé au Sénat, elle m'a dit, Mouchum, notre nom pour grand-père, a dit, viens à Monaco, je vais te présenter. C'est comme le show and tell, c'est présenter, introduire. Alors, je vais te montrer à ma classe, je vais leur parler de toi. J'ai dit, OK, je vais y aller. Alors, je suis allé à sa classe. J'étais à l'avant, elle parlait. Elle est très bonne oratrice. Elle a gagné plusieurs concours dans sa courte carrière comme étudiante. Je lui ai aidé à préparer ses discours. Elle m'a dit une fois, « Mouchum, merci pour toute l'aide, mais j'ai une question pour toi. » J'ai dit, « C'est quoi? » Comment est-ce que tu les fais se lever debout à la fin? Mais je dis ça, c'est un secret. Quand tu es plus vieux, je te le dirai. Quand tu es plus vieille. Mais dans la classe, elle me présentait, elle parlait de ma carrière comme avocat, en tant que juge, le travail avec la commission de réconciliation et ce dont il s'agissait. Elle était venue aux rencontres. Elle est familière avec le travail. Elle a fini ses remarques en disant, et maintenant, il est sénateur. Elle a mis ses mains sur ses hanches, elle m'a regardé, puis elle s'est assise. Et un petit gars s'est levé la main en avant. Elle a dit oui. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait, un sénateur? Elle dit, elle s'est levée debout, elle m'a regardé, et j'ai compris qu'elle n'avait aucune idée. Mais elle est bien enseignée, ça ne l'a pas dérangée. Elle s'est levée vers le petit gars, elle a dit, il sénatorise. Et ensuite, elle a regardé pendant 5 secondes. As-tu une autre question stupide pour moi? Alors, j'ai l'impression qu'elle est dure à cuire. Oui, elle vient d'une longue ligne de femmes solides dans notre famille. C'était un moment important dans notre relation. Maintenant, elle raconte cette histoire-là à tout le monde. Le travail que je fais dans le Sénat, probablement qu'elle nous regarde cet événement-là maintenant en ligne sur le site Web. Alors, je la salue à elle et sa classe. Bon, maintenant, parlons un peu de Confédération et pourquoi que c'est tellement... Je veux remercier le professeur Simons pour ces conférences-là et cette médaille-là. Je suis honoré de recevoir la médaille et je veux qu'il sache que j'apprécie bien le fait que j'ai été choisi cette année pour être l'un de la longue liste de merveilleux humains qui ont reçu cette médaille. Et je regrette qu'il ne peut pas être ici aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on va se rencontrer un de ces jours et à l'occasion de dialoguer autour de certaines des pensées que je vais présenter. La Confédération, bien sûr, était un moment qui a défini le pays. Mais je voudrais que vous fassiez comme on fait à l'école de droit.
Qu'est-ce qu'on nous a dit de ne pas faire, de ne jamais faire? Et vraiment, ça nous a été... on ne doit jamais utiliser son imagination quand on est avocat. On a parlé nos 3 ans à faire enlever l'imagination et quand on a gradué, c'était le précédent, ce que d'autres juges avaient décidé. Il y a une affiche ici, quand on rentre dans le bureau de Stephen, qui dit « Les mots les plus dangereux dans notre monde, c'est qu'on l'a toujours fait comme ça. » Et c'est vrai. En droit, alors l'expression, alors toujours respecter les anciennes décisions. Et c'est ça la règle que tous les avocats ont appris à suivre. Et pour que ça soit efficace, ils nous disent il faut arrêter de penser par vous-même. Il faut arrêter d'imaginer ce dont les choses pourraient être ou auraient pu être. Alors, on n'a pas d'imagination quand on sort de l'école de droit. Pour ceux qui connaissent les avocats, vous savez exactement de quoi je parle. Est-ce que j'ai raison? Nous n'avons aucune imagination. En fait, un jour, et c'est une histoire vraie, ma femme et moi, quand j'étais à l'école de droit, on conduisait dans la rue, on allait faire l'épicerie. Et j'étais durant mes études, et je me suis levé debout et je me suis dit, c'est une affiche un peu étrange là, pour une place. Elle dit quoi? Je disais, ça dirait Aline. T'es idiot. J'ai dit, Aline, les choses qui vont sur les titres de propriété, c'est pas un lien. Non, elle dit, c'est alien, étranger. Mais il n'y a personne qui m'avait dit que c'était le nom d'un film. C'est comme les étrangers de l'espace, là. Oui, ce que j'entendais dans mes cours, c'était un lien comme sur les droits de propriété. Utilisons notre imagination. Imaginez-vous comment ça aurait été si la table avait été tournée au moment de la Confédération. Si, lors de la Confédération, les tribus indigènes de l'Amérique du Nord auraient été celles qui faisaient confédération, qui se rassemblaient pour créer toute une grande nation de peuples autochtones et qu'ils prenaient en considération le fait que tous ces immigrants-là qui venaient d'autres parties du monde et durant leur dialogue, ils leur rencontrent qui parleraient de comment différentes tribus, différents territoires, il y aurait des droits territoriaux, mais que ce serait important pour avoir une autorité centrale, pour garder le pays ensemble. Alors, ils auraient créé un corps législatif national et ça aurait été une confédération de tribus indiennes. Et cette confédération-là, entre autres, il fallait considérer qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux arrivants, s'installer, les nouveaux habitants, les nouveaux colons qui commencent à occuper certaines de nos terres, mais ils ne font pas partie de nos tribus. On ne les a pas acceptés comme membres de la tribu. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et chacune des tribus aurait dit, ben, s'ils sont dans notre territoire, il faut qu'ils vivent selon nos lois. Mais en bout de ligne, il faut définir notre relation avec eux. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, certains aînés sages ont dit, je dis quoi? Dans notre nouvelle confédération, dans notre constitution, on va créer une provision qui dit qu'un corps fédéral va être responsable de s'occuper de ces non-membres de la tribu. Ils vont être responsables de s'occuper des colons. Donc, la section de la loi, de la Constitution de cette confédération autochtone aurait dit que le centre fédéral devait s'occuper des colons blancs et des territoires qui ont été colonisés par eux, avec l'accord de la tribu indienne. Alors, l'entité fédérale est responsable pour eux. Alors, c'est tout ce qu'ils avaient fait.
probablement les choses auraient pu aller de l'avant assez bien, mais quelqu'un a peut-être pensé, on devrait figurer qu'est-ce que c'est qu'il nous faut faire. Est-ce qu'on va leur permettre de voter dans nos processus? Est-ce qu'on aura le droit de participer comme membre de tribu, les mêmes droits que nous? Et les réponses seraient non, non, non. On ne peut pas les laisser participer à nos réunions de conseil, à nos rencontres, de parler quand ils veulent. Alors, il faudra qu'on va enlever leur droit de vote. On ne leur permettra pas de continuer à parler leur langue non plus. Alors, on leur dit qu'il faut qu'ils apprennent la langue de la tribu où ils vivent. Ils ne peuvent pas continuer à leurs églises. On va enlever leurs églises. Il faut qu'ils viennent à nos cérémonies. Et la meilleure façon de faire tout cela, enlevons les enfants, on va les endoctriner dans nos façons de faire. Alors, ils ont adopté des règlements, des pratiques, leur permettant d'enlever les enfants de ces colons, de les mettre dans des pensionnats, dans des écoles résidentielles. On va les mettre dans des écoles où on va les endoctriner dans la façon tribale de faire les choses. On va les arrêter de parler le français ou l'anglais. Ils devront commencer à parler l'Ojibwe, le Cri, le Mohawk, Dene, Inuit. On va les faire arrêter de pratiquer leur culture, que ce soit illégal de pratiquer leur culture. Ils ne pourront plus aller à leur propre cérémonie. Les églises sont interdites. Ils ne peuvent pas se rencontrer ensemble. Et s'ils veulent aller en cours, on pourrait leur enlever le droit d'aller devant les tribunaux. Alors, il faut qu'ils obtiennent la permission de nous. C'est seulement nos cours nos tribunaux qui vont exister. Alors, si on veut qu'ils y aillent à la cour, il faut qu'il y ait la permission de nos aînés. S'ils ont permission, ils peuvent le faire. Mais il n'y a personne, bien sûr, qui va avoir la permission. Et s'ils veulent parler aux avocats qui connaissent nos lois sur comment ils peuvent faire quelque chose à propos de ça, on va rendre ça illégal aux avocats de leur parler, à moins qu'il y ait permission de nous d'abord. Et en plus de ça, s'ils ont des amis dans les tribus, s'ils ont des membres des tribus qui veulent aller en cours, il faudrait que les autres aussi aient la permission. Et s'ils n'ont pas la permission, ils ne peuvent pas aller en cours. Ils ne peuvent pas nous contester en cours. Mais s'ils protestent, mettons, ils peuvent se rencontrer dans la rue, porter des pancartes, bien, on peut mettre ça illégal aussi. On pourrait exiger qu'avant qu'ils quittent leur petite réserve qu'on leur permet de garder, qu'il faut qu'ils aient la permission de nous avant de pouvoir quitter ces réserves-là. Il faut qu'il y ait une permission écrite. Et ça doit prendre une permission spécifique qu'on a acceptée. Et il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas contre nos intérêts. Et il n'y a personne qui ne pourra rien faire. Personne ne pourra protester. Et on pourrait également ajouter, s'ils veulent se rassembler pour préparer une manifestation, pour se plaindre contre quelque chose qu'on fait, on va mettre ça contre la loi. On va appeler ça un complot de l'homme blanc. Et s'ils font ça, on va leur enlever ce droit-là. Ils ne pourront pas se rencontrer, se rassembler. Et en fait, les empêcher de s'habiller comme des colons. On va leur enlever le droit de porter leurs vêtements, de ne pas aller à leurs grandes assemblées. Et mauvais de leur part d'élire leurs dirigeants. Ils peuvent seulement le faire selon nos lois. Et quand ils ont une rencontre, il faut que nous autres, on doit être présentés, on doit être présents, on peut diriger la rencontre et enlever les documents qu'on veut. Ça a l'air exagéré, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui ferait ça, n'est-ce pas?
Mais le Canada a fait cela. Le Canada, ça, au peuple autochtone, dès le départ de la Confédération. En fait, le Canada a passé la première loi sur les Indiens pour s'occuper des responsabilités du gouvernement du Canada sur la section 91-24 en 1867, dans le but de se donner un meilleur accès aux territoires autochtones auxquels ils voulaient avoir accès. Alors, ils ont fait exactement ce que je viens de dire. Ils ont rendu ça impossible pour les Autochtones d'aller en cours pour contester le gouvernement. Ils ont enlevé les enfants des familles. Ils ont placé dans des écoles des pensionnats, loin de leurs parents et de l'influence de leurs parents. C'était illégal de pratiquer leur culture, illégal de se rencontrer ensemble pour se plaindre ou pour discuter des griefs contre le gouvernement du Canada, illégal d'embaucher un avocat, illégal pour les avocats de donner des conseils, des avis juridiques, presque illégal pour presque toute réaction possible à ce que le gouvernement faisait. Illégal pour se rencontrer dans leur propre conseil en 1898-92. Les conseils autochtones traditionnels peuvent être seulement choisis selon le ministère des Affaires indiennes. Ces règlements-là doivent être supportés par le gouvernement. S'ils décident d'avoir une rencontre, l'agent indien doit être là. Il doit diriger la rencontre. Celui qui prend les notes et il garde tous les documents. La plupart des tribus indiennes n'ont pas d'archives parce que le gouvernement du Canada a enlevé tous leurs documents. Peu importe quand il y avait une rencontre, pendant environ 100 ans. La plupart des archives des tribus indiennes sont dans les archives canadiennes. Probablement le pire, je pense, c'est qu'ils ont perturbé les métiers des Indiens, les Inuits, ils ont perdu leurs enfants au gouvernement. En cela, ça a été la chose la plus insidieuse qu'un gouvernement peut faire à une famille, c'est d'enlever tes enfants. Et je veux que, peut-être, aidez-moi ici, vous avez des cellulaires. Sortez vos cellulaires, si vous voulez bien. Tout d'abord, assurez-vous que vous allez tweeter ce que je dis aujourd'hui, parce que les gens voudront des preuves contre moi quand je l'ai fini ici aujourd'hui. Alors, vous pouvez tweeter. Je ne sais pas si l'édifice vous interdit l'accès Internet. Ouvrez vos photos. Regardez vos photos de votre enfant préféré, un jeune enfant de votre famille. Ça, c'est ma petite Sarah, là, la petite fille. C'est elle qui, maintenant, se promène toujours avec les mains sur les hanches. Namijienne Nemikwe, son nom, celle qui apparaît de l'eau et qui parle pour l'eau. Alors, si vous avez des photos comme ça sur vos cellulaires, montrez. Levez la main et montrez-la moi. Alors maintenant, pour une minute, parlez à la personne à côté de vous à propos de ce petit enfant-là. Dites-leur qui cette personne-là. Prenez une minute et entre vous, partagez cela. Pourquoi vous l'aimez? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement?
Je dois vous dire que je fais des présentations sur les écoles résidentielles depuis la commission, depuis en 2014. Et je demande aux foules comme ça de regarder les photos de vos enfants, d'en parler. C'est un des mes moments préférés durant la présentation. Ça montre l'amour qu'on a pour nos enfants. Alors maintenant, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Alors, effacez cette photo-là. Quoi? C'est quoi le problème? C'est seulement une photo. Enlevez-la, effacez-la, ouais. C'est seulement une photo. Mais tu peux pas. Vous le ferez pas. Même si vous pourriez, vous le ferez pas. Et je vous blâme pas non plus. Moi, j'enlèverai jamais une photo comme celle-ci. En fait, et probablement si je pouvais, j'en ferais 10 000 et je vous en donnerais chacune. Et vous pourrez toujours vous rappeler de cette histoire que j'ai racontée à propos d'elle, parce que les souvenirs, les mémoires viennent de nos enfants. Quand j'étais un jeune homme, je pensais que j'étais le plus intelligent au monde. Il n'y a rien que je ne pouvais pas faire. J'étais étudiant premier, athlète de l'année à mon école secondaire. C'est moi qui avais prononcé le discours lors de graduation. Probablement le seul autochtone qui a gradué, qui a diplômé en 67. Et quand j'ai reçu mon diplôme, il y avait 180 personnes. Et c'est moi qui avais fait le discours de la cérémonie de graduation. Alors, j'ai eu une très bonne expérience d'éducation. Je suis revenu leur parler par la suite, lors de notre rencontre après 25 ans, et j'ai dit, à ce moment-là, vous savez, la chose que j'ai appris et que j'aurais dû savoir à ce moment-là, ce que j'ai appris, c'est qu'à ce moment-là, quand j'avais tous ces succès-là qui me venaient à moi, il n'y a personne qui n'aurait pas changé de place avec moi. Il n'y a personne. Vous aurez voulu être autochtone. Parce que dans les écoles publiques de ce pays, les enfants autochtones, on n'en parlait pas d'une bonne manière. Et ça découle du fait que le gouvernement du Canada a commencé à enlever les enfants des parents dans les années 1880 pour les endoctriner et de devenir des Canadiens comme Johnny MacDonald en parlait en 1885. Si on les éduque dans leur propre communauté, ils vont retourner chez eux et vivre avec leurs parents. Ils vont continuer à vivre la vie de leurs parents. Et leurs parents, ce sont des sauvages. Et tout ce qu'on va faire en bout de ligne, c'est d'avoir des sauvages qui peuvent lire et écrire. Et Johnny MacDonald a dit ça devant le Parlement en 1885. Alors, basé là-dessus, il a justifié au Parlement la construction de plusieurs écoles industrielles résidentielles, si vous voulez, à travers le pays, dans le but d'enlever les enfants de leurs parents, de les éloigner de leur influence, de leur amour, de leur modèle, pour les en faire quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et durant notre existence en tant qu'humains, il nous faut répondre à des questions importantes. On est redevable, on est imputable. D'où est-ce que je viens? Alors, les mères dans la salle, levez vos mains, celles qui sont des mères de famille. La toute première question que ton enfant va te poser est probablement demander, « Maman, comment est-ce que j'ai rentré dans ton ventre? D'où est-ce que je viens? Et comment j'ai sorti de là? » Alors, il pose cette question-là, « D'où est-ce que je viens? » Mais cette question-là, ce n'est pas seulement à propos de cela. C'est d'où est-ce qu'on vient collectivement, en tant que peuple, en tant qu'humain.
Et une partie de recherche de c'est notre histoire de la création des humains. C'est quoi notre histoire de création? On en a tous une. Moi, j'ai grandi, je pensais pas qu'on en avait une histoire de création. C'était seulement quand mon enfant le plus vieux est né que je suis allé chercher l'information que je voulais qu'il aille à propos de cette question-là. Et c'est là que j'ai appris quelle était l'histoire de la création des Ojibwe. On en a une, et c'est à propos de comment le Créateur a vu une belle place dans un Anishinaabe, toutes les couleurs des humains ici, pour qu'on puisse vivre en paix, coexister les uns avec les autres. Il y avait un chemin pour chacun de nous. Et quand il nous a descendus ici, il nous a montré le sentier qu'il voulait qu'on prenne. Alors, comme les peuples Anishinaabe, nous avons une histoire de création, nous avons un sentier que le Créateur voulait qu'on suive, parce qu'en bout de ligne, au bout du chemin, quand on sera arrivé au but du sentier, on pourrait répondre à la deuxième question. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je vais manger ce soir, Maman? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Qu'est-ce que je vais être quand je vais être grand? Et qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive quand je meurs? Question importante. On passe beaucoup de temps à enseigner nos enfants. On veut enseigner ces choses-là à nos enfants. Et pourquoi? C'est parce qu'on veut qu'ils comprennent l'importance de la vie. On ne les encourage pas à mourir. On ne veut pas qu'ils croient qu'ils vont être pris ici à jamais. On veut qu'ils comprennent quand ils vont quitter la Terre, il y a un aspect normal à cela. Il y a une croyance à propos de cela, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, qu'ils doivent respecter, comprendre que c'est pas dangereux, ça fait pas mal. Et on enseigne ces choses-là. Quand on quitte la Terre ici, on revient au Créateur. Quand tu reviens au Créateur sous forme d'esprit, quand tu as écrit un esprit, vient vivre avec toi, en dedans de toi, et ça aide à répondre à la troisième question. Pourquoi est-ce que je suis ici? Quel est mon but dans la vie? Et cette question-là est importante pour chacun de nous. On la demande tous. Certains de vous se demandent encore pourquoi je suis ici. Mais vous allez éventuellement répondre à cette question. Dans nos enseignements, et ça vient de comprendre notre nom. Emigien Nibikwe, son nom, il y a un enseignement associé à ça. Qu'elle a été vue dans le rêve d'une année, qu'elle venait de l'eau, qu'elle dansait sur la surface de l'eau, et d'être capable de parler au nom de l'eau sur la terre. Que la terre, l'eau de la terre avait besoin d'elle. Et d'autres comme elle. Elle transporte l'eau, elle protège l'eau. Elle sait tout cela, elle connaît tous les enseignements de l'eau. Moi, mon nom, mais Zenegijik, c'est le nom de l'esprit qui a été placé dans moi quand je suis né. Alors, ça a été placé en moi par le Créateur. Ça veut dire des portraits, des images dans le ciel. Des images dans le ciel. Zenegijik, des images dans le ciel. Je ne suis pas un artiste. Et je ne pourrais pas dessiner, je ne peux pas, jamais pu. Mais ce n'est pas à propos de cela. Parce qu'il y a une histoire derrière cela. Il y avait un jeune homme au début, avant le commencement. Il y avait un jeune homme qui a vu que ces gens étaient troublés, que ces gens souffraient.
et il faisait face à des problèmes. Et il est allé à la recherche de réponses. Il est allé voir qu'est-ce qui se passait. Il voulait voir s'il pouvait aider les gens à comprendre ce qui se passait. Misenagijik était le nom qui raconte cela. Il est allé dans un endroit silencieux. Il a dit au Créateur, Shomus, aide-moi à comprendre ce qui se passe. Aide-moi. Il a fait ça pendant des jours, il a mis de côté sa nourriture, son eau, et il a continué à prier le Créateur. Le Créateur n'avait pas de réponse, au moins qu'il pouvait entendre. Et à un moment donné, un petit animal est arrivé, sorti du sol. Pendant que cet homme-là commençait à être frustré, il commençait à chialer contre le Créateur pour ne pas avoir la réponse. La petite créature est sortie de la terre et dans la langue, il a dit, « Tu comprends comment stupide que tu es? Parce que la réponse est devant toi. Il t'envoie des messages. C'est dans le ciel. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans le ciel. Et quand il a regardé, il a vu des images dans le ciel. Et quand il a regardé à travers tout le ciel, il a mis ces images-là ensemble dans une compréhension qui l'a aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi les choses se passaient comme elles le faisaient et qu'est-ce que les gens pouvaient y faire. Il a ramené ça à son peuple. Et c'est ça mon nom. C'est ça mon rôle. C'est ça mon but. Et vous pourriez penser que peut-être que j'ai eu ce nom-là la semaine passée ou quelques mois passés, mais on m'a donné ce nom-là quand j'étais un petit gars. Bien avant que j'aille à l'école de droit, et c'était au temps de ma naissance. Misenagijik, celui qui parle des images dans le ciel, parce que ces gens en auront besoin pour expliquer ce qui se passe, pour les aider à comprendre, pour les aider à trouver, comprendre les réponses dont ils ont besoin en ce moment, à cette époque. C'est ça mon but dans la vie. Et je vis ce but-là au jour le jour. Je le faisais quand j'étais avocat, quand j'étais juge, et pendant que j'étais au Sénat, et en étant ici avec vous. Parce que c'est qui je suis. Et c'est ça la quatrième question. Qui suis-je? Qui suis-je? Et ça vient de te répondre aux autres questions. Alors, cet enseignement-là à propos de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, pourquoi vous êtes ici, cet enseignement-là est important dans la culture de Ojibwe. Mais tous les enfants qui ont été enlevés de leur famille, dans notre tribu, on leur a enlevé l'accès à cette connaissance-là. Ils ont été mis dans des écoles où on leur a dit que cet enseignement-là, ces connaissances-là, ces savoirs-là, dans la langue, qui était fondamental pour comprendre ces enseignements-là, que c'était tout des détritus, des ordures, c'est seulement par le mode de vie chrétienne des Blancs, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu savais, tout ce que tes parents aimeraient que tu saches, ça ne vaut pas la peine de savoir ça maintenant. Mais je peux vous assurer qu'on a grandi en pensant, en espérant, en croyant qu'il y avait plus à notre vie que qu'est-ce qu'on nous avait enseigné là. La Confédération a été le début d'une relation entre nous qui nous a enlevé toutes ces choses-là de nous, de tous les Autochtones dans le pays. On a eu des temps difficiles, donc, vous et moi. Mes parents, vos parents, mes grands-parents, vos grands-parents, on a eu des temps difficiles
parce que les écoles résidentielles ont fait interférence dans nos vies, ont perturbé nos vies. Ceux qui ont été envoyés, mes grands-parents, mes oncles, mon père, ma mère, ont été mis à ces écoles-là, on s'est fait dire qu'on venait d'un stock inférieur, qu'on était des sauvages, on était des païens, que notre seul espoir, c'était la civilisation par l'homme blanc, et qu'on était chanceux que l'homme blanc est venu ici nous sauver. Si l'homme blanc n'était pas venu, on serait devenu extinct. Et cette indoctrination a convaincu plusieurs de nos personnes de se tourner de cette façon-là, d'oublier qui ils étaient, de mettre de côté ces enseignements traditionnels. Donc, on a perdu notre voix, notre sentiment d'identité, mais ce n'était pas seulement les écoles résidentielles. Les écoles publiques ont fait la même chose aussi. Dans les écoles publiques, ils disaient la même chose. À tous les jeunes indigènes, votre culture n'est plus pertinente. C'était dans le chemin de la Confédération. Vos peuples ralentissaient le développement du pays. C'était des païens, des sauvages, retardés. Et j'étais dans l'école publique et moi, j'étais un excellent étudiant, n'oubliez pas. Et je devais répéter cela aux enseignants dans mes examens, dans mes documents, que les peuples autochtones étaient des sauvages, on n'avait aucun sens de gouvernance, pas de philosophie, seulement des chasseurs, on ne comprenait pas le monde, au-delà des moyens limités qui étaient à la portée de la main. Ils ne comprenaient pas qu'on avait des philosophes, des visionnaires, des gens qui auraient bien connecté avec le monde, même au niveau international. Si on avait été libre de faire, on fonctionnerait très bien ici aujourd'hui comme peuple autochtone. Si l'homme blanc n'était jamais venu ici, parce qu'on aurait adapté au monde changeant, comme vous l'avez fait aussi. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, que nous avons été aussi civilisés, égaux que comme vous l'étiez, comme l'étaient vos ancêtres, autant qu'on s'est contactés les uns les autres. Et trouver cette voie-là pour nous est important pour nos jeunes. On le voit aujourd'hui dans le système d'éducation. Il y a encore beaucoup de décrochage, mais c'est mieux que c'était auparavant. L'éducation est la clé à notre avenir. On sait cela. L'éducation est la clé à la réconciliation, de changer notre relation. Dans les écoles publiques, quand moi je suis allé, on m'a enseigné que mon peuple était inférieur et que les Européens étaient supérieurs. Et cette mythologie a eu un impact sur les jeunes Européens qui étaient en classe avec moi aussi, parce qu'ils m'ont vu également comme étant inférieur. Ils se sont vus comme venant d'un stock supérieur. Ça a eu un impact sur notre relation aussi. Il y a eu des temps là où je pratiquais la loi, même quand j'étais juge, j'aurais quelqu'un qui viendrait devant moi, qui venait de ma propre communauté et qui croyait vraiment à ce moment-là, quand je faisais le jugement pour un crime qu'il avait commis, il croyait encore qu'il était mieux que moi, parce qu'il était blanc et moi je ne l'étais pas. Alors, c'est une forme insidieuse de racisme qui a défini notre relation. Il faut commencer à penser comment est-ce qu'on peut changer cela. Et on peut le faire en reconnaissant notre histoire. Et il faut reconnaître l'impact que ça a eu sur les jeunes autochtones. Nous avons défini la réconciliation dans le rapport comme travailler pour l'établissement d'une relation respectueuse entre les Autochtones et les non-Autochtones. Mais avant de pouvoir faire ça,
Il faut avoir un moyen par lequel les jeunes autochtones peuvent avoir le sentiment de respect pour soi. Nous avons le taux de suicide le plus élevé chez les jeunes autochtones à tout le monde, comparé au reste du monde. Ils se tuent en plus grand nombre et fréquemment. Et c'est triste parce qu'ils ont beaucoup à nous offrir. Notre avenir dépend d'eux. Mais ce n'est pas seulement une question de santé mentale. Ça a évolué peut-être en un enjeu de santé mentale, mais ça a commencé avec cette idée qu'ils n'ont pas d'espoir, qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils ne se voient pas comme faisant partie de la société. Alors, ils croient qu'ils n'appartiennent pas. Ils sont dissociés de ce pays-là. Ils voient un pays qui ne veut pas les inclure selon leur propre thème. Alors maintenant, ils se tiennent debout contre cela. Alors, j'aimerais que vous voyiez une courte vidéo qui parle avec leur voix à propos de comment ils se sentent, à propos de leur sentiment de force. Regardons la vidéo ensemble. Walls around me for who I am. Hidden darkness, covered in shame. Pain asking, we were banned. Counting ten, hear the voices, follow the footsteps of our past. Look in places where blood flows deep. Take a breath and make it last. Take a peek, but don't you cry from what you see. Are you scared underneath what is buried inside me? The scars we bear. To who you are, your roots are calling. Whispered softly, you are found where you belong. Come and find me, come and find me. 'Cause I've been hiding, I've been hiding. If you feel alone, or if your language is gone, it's up to you to see what's hidden or lost. Sing, come this way. And being ignored, been living a nightmare. I'm dreaming for more, seeking a place where I'm safe. I'm seeing the storms, I'm sick and tired of this hiding behind locked doors. From a dark past, and every lie I've heard has made my people much stronger from the grind and hurt. Now I'm looking for direction, let me find the current. There is reconciliation every time we learn. My sole intent is to find a little OCM from the leaders of man, 'cause we're a ghost to them. Trying to spread truth, even to my closest friends. I'm not alone, my culture's what my home defends. This ain't a game to lose, we need to trace our roots. Embrace the truth, it's what I came to do. The high suicide rates, the face the youth make me afraid, but listen, don't be ashamed of you. Come and find me, come and find me. 'Cause I've been hiding, I've been hiding. If you feel alone, or if your language is gone, it's up to you to see what's hidden or lost. Sing, come this way. The closer you look, the more that you see. The wisdom of
Alors, je suis venu vous dire quelque chose. La Confédération n'est pas finie. On a encore du travail à faire. Et ce travail-là, c'est à savoir comment on va être capable de compléter le travail qu'on a commencé en 1861-62, parce qu'on a beaucoup de choses qu'il faut réparer, qu'on a endommagées le long du chemin. Et il faut également, je pense que le but initial était je pense que le créateur me dit quelque chose. Le but initial était qu'on ait un pays dans lequel on peut coexister ensemble, qu'on serait capable de vivre, travailler ensemble, de se traiter avec respect. Ce n'était pas l'intention de certains qui étaient dans le dialogue-là, surtout pour Johnny MacDonald. Mais il y a de bonnes personnes également dans ce pays-là à ce moment-là. Il y avait de bonnes gens qui voulaient que les choses soient mieux. Il y a encore de bonnes chances avec nous aujourd'hui. Il y a du bon monde dans les deux côtés du dialogue, de la nation ici, de la Confédération, pour ceux qui vont faire en sorte que ça se passe. Et la raison que ça va se produire, c'est parce que vous aimez vos enfants. Et moi, j'aime mes enfants et je veux qu'ils soient dans un meilleur endroit. Merci. Merci, sénateur Sinclair. C'est vraiment une inspiration pour nous tous. Merci encore une fois. C'est maintenant pour le plaisir d'inviter le Brian Francis, sénateur d'Île du Prince-Édouard, ici à la tribune pour remercier notre médailliste 2019 de travailler dans la gestion. Brian Francis a plus de 40 ans d'expérience dans les postes au gouvernement. Il a siégé en tant que différentes capacités dans la fonction publique de 2002 à 2007 comme coordinateur des Autochtones avec Pêche et Océan Canada. Il était un des signataires de l'entente de consultation Canada et Mi'kmaq de l'île qui proposait un cadre pour la consultation des actions proposées qui pouvaient, d'un impact qui pouvait affecter de manière adverse ou même pour aider les traités de droit. From 2007 to 2018, Senator Francis was elected Chief Administrator of the Abegweit Mi'kmaq Nation. He worked tirelessly to improve the well-being, social, economic, and cultural in his community. He's contributed to the access of education possibilities and jobs for members living on reserve or off reserve, and led several infrastructure projects. Il a été nommé au Sénat du Canada en octobre 2018. Il est le premier de descendance Mi'kmaq de l'île pour siéger dans ce rôle. Il est également un ancien membre du Centre de la Confédération du Conseil ici. Alors, souhaitons la bienvenue à sénateur Brian Francis.
Votre honneur, Antoinette Berry, bonjour, sénateur, le premier ministre, professeur Simons et invités, mesdames et messieurs. Je suis honoré d'être ici avec votre compagnie, surtout d'être choisi de remercier mon collègue et ami, sénateur Murray Sinclair. En tant que fière personne de l'île et sénateur, je reconnais l'importance de cette petite île comme centre de la Confédération et aussi grâce au Centre de la Confédération sur les arts. C'est essentiel. C'est une éducation pour tout le monde pour recevoir cette médaille-là à quelqu'un qui a contribué tellement aux études canadiennes. Ça aussi, c'est un honneur. Et oui, je suis d'accord avec le sénateur Sinclair. Avec la Confédération, on aurait pu faire mieux. Alors, ces réalisations ont déjà été énumérées, ils sont remarquables, et je peux vous dire aussi, quand il se lève au Sénat, tout le monde fait très attention. Ses points de vue sont respectés et jamais ignorés. En tant que sénateur autochtone moi-même, je reconnais l'importance d'avoir des voix autochtones fortes dans notre Parlement. On a été sous-représentés pendant trop longtemps. Le premier, James Gladstone, a été nommé quand on n'avait pas encore le droit de vote. En fait, quand Murray et moi, on est nés, les Premières Nations n'avaient pas encore le droit de vote. Et on n'est pas si vieux que ça, n'est-ce pas? Dis, parle pour toi-même. Alors, les remarques du sénateur Sinclair expliquaient pourquoi il se mérite la médaille Simons. Alors, il a montré comment les Autochtones ont fait de bonnes contributions au Canada. Lui aussi, il a aidé des millions d'Autochtones au Canada. Alors, il mérite bien cet honneur. Personnellement, je veux le remercier d'être un exemple pour des gens comme moi et de m'offrir des conseils, de l'appui, alors qu'on ajoute nos voix autochtones. Oui, on aurait pu faire mieux au début, mais avec le leadership et l'optimisme de Murray Sinclair, on espère que le pays va continuer et intégrer les Autochtones. Félicitations, Murray, et merci. Merci, sénateur Francis. J'invite maintenant les membres de l'auditoire de poser quelques questions au sénateur. Alors, pour poser vos questions, veuillez approcher le micro dans l'allée, ici, dans les allées. Il y en a aussi dans le balcon à l'arrière. Et un des membres du personnel va vous diriger au bon endroit. Et on ira partir de là aussi. Yes, first question. Première question. My name's David Gordon. David Gordon. Welcome, Senator. Bienvenue, sénateur. I am wondering how you see Je me demande comment vous voyez l'avenir de la loi sur les Indiens, à savoir si vous voyez que ça va être déconstruit ou remplacé ou tout simplement éliminé. Alors, qu'est-ce que vous pensez que sur la loi sur les Indiens? Je pense qu'il faut reconnaître que la loi sur les Indiens est une législation raciste. Son intention n'était pas d'améliorer le pouvoir ou de reconnaître l'autorité des Autochtones, mais l'intention, c'était de limiter
de permettre au gouvernement d'exercer une force contrôlante. En fait, il faudrait commencer la conversation en se demandant la question quel genre de législation consommerait qu'il soit en place si le gouvernement voulait vraiment définir sa relation avec une autre nation dans le monde. Probablement qu'il la définirait en plaçant des limites sur ce que les officiels peuvent ou ne peuvent pas faire. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est vraiment penser de promulguer une loi sur la limitation du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral ne pourrait pas faire telle ou telle chose sans l'appui approprié et le consentement des Autochtones. Parce que ce concept-là, qu'il nous faut voir, les Premières Nations, comme étant de façon inhérente sous l'autorité du gouvernement fédéral et de la couronne britannique, c'est un ancien concept. C'est basé sur une doctrine fausse et raciste. Alors, il faut comprendre que c'est seulement une question de temps avant que ça disparaisse, cette loi-là. Comment est-ce qu'on veut redéfinir notre relation à l'avenir? Dans le rapport de la Commission de réconciliation et de vérité, on a pensé qu'il faudrait considérer une doctrine de réconciliation selon laquelle toutes les parties, surtout les provinces et le fédéral, accepteraient des termes de réconciliation qui guideraient leurs propres actions à l'avenir. Mais ces termes-là, ces modalités-là s'appliqueraient à eux et qu'il y aurait une proclamation royale sur la réconciliation pour que les futurs leaders, futurs politiciens ne pourraient pas changer la relation légale et que l'entente, l'alliance, si vous voulez, là-dessus, que ça serait signé également par les peuples autochtones et inuits, et c'est la leçon qu'on a apprise. Il y avait seulement de l'intention de la part des Autochtones à propos des relations qu'ils voulaient avoir avec les gens du Canada. Il y avait des intentions de la part du gouvernement du Canada concernant le genre de relations qu'ils voulaient avoir avec les peuples autochtones. Il y avait au moins une déclaration publique. Dans cette conversation-là, ils ont oublié la proclamation royale de 1763. La couronne elle-même définissait sa relation, ça serait une de respect et d'égalité. Well, thank you, merci. Thank you. We have a question now on this side with Rosie. On a une question ici à droite. Alors, bienvenue, sénateur. Ma question, en tant que femme autochtone, quand on regarde la commission et là où j'ai perdu mon identité, et même maintenant, depuis le mois d'août, j'ai repris mon identité selon la loi sur les Indiens. Mais je veux penser en juin 2003, il y a 231 appels à la justice. Il n'y a personne qui semble y aborder ça. Qu'est-ce que vous en pensez que ça devrait être mis en vigueur? Quelles démarches devraient avoir lieu? Les différents gouvernements indiens, provinciaux, fédéraux devraient y faire. Merci, je veux reconnaître ta reprise comme membre de ta tribu grâce au changement. Un amendement a été fait par les sénateurs. Le gouvernement ne voulait pas que ça change, mais nous autres, on fait en sorte que ça s'est produit. Alors, je suis heureux de voir que ça a été un bienfait pour toi.
Une des choses, malheureusement, qui s'est passée, c'est que la conversation pour les appels à la justice par l'enquête sur les femmes et jeunes filles disparues s'était mis de côté en parlant de génocide. Et je pense que c'est délibéré. Je pense que c'était pour ignorer, contourner la question importante de qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la gestion, la guérison dans nos relations. Comment est-ce qu'on peut amener la justice et la guérison à ces familles-là? Ils devraient être compensés, être remémorés, reconnaître qu'une grande une injustice a été faite envers eux par ceux qui auraient dû s'occuper de l'enquête. Tout ça, ça a été identifié dans l'enquête. Il faut commencer avec ça. Deuxièmement, il faut regarder clairement les programmes, les changements pour les politiques qui sont nécessaires pour empêcher que les femmes et les jeunes filles autochtones soient victimisées, que ce soit par les hommes dans leur communauté, les non-autochtones dans les milieux urbains, ou les institutions du gouvernement qui sont censées être là pour les protéger, comme pour les enfants. La plupart des victimes identifiées par cette enquête-là étaient à un moment donné des enfants du système de bien-être social. La plupart des hommes incarcérés au pays sont des victimes de ce système-là. Et si le but du système de bien-être des enfants est de s'occuper des enfants, de les protéger contre le mal dans l'environnement dont on les a retirés, si on ne leur donne pas un milieu sécuritaire, alors pour que quand ils vont sortir, pour pas qu'ils en sortent plus endommagés, alors ce système-là nous manque. Il faut changer le système. En plus de cela, il faut reconnaître que d'autres ressources doivent être mises en place pour aider les familles, pour que les familles peuvent rester ensemble, être ensemble. Quand j'étais un petit garçon, mon père est mort. Il était un vétéran. Il avait été abusé dans les écoles résidentielles. Il vivait donc un trauma double, un traumatisme double. Il n'a pas pu s'occuper de nous. Il nous a remis dans les mains de ma grand-mère. Ma grand-mère avait 64 ans. Mon grand-père avait 69 ans. Alors, quand moi et mes 4 frères et sœurs, on est allés vivre avec eux, et quand on a été chez eux, ma grand-mère a créé un système de protection des jeunes autochtones. Elle nous a donné chacune des tantes. Et moi, j'ai été assigné à une des tantes quand j'avais 1 an. Et cette tante-là était responsable de m'élever sous la supervision de ma grand-mère pour s'assurer que je suis bien élevé. Alors, peu importe où elle va comme enseignante, elle est devenue enseignante, alors peu importe où elle allait, moi j'allais avec elle pour traiter comme son fils, pour l'aider et m'occuper d'elle comme un fils le ferait. Alors, j'avais une relation spéciale avec ma tante. Alors, il faut comprendre que les Autochtones ont la capacité de s'occuper de leurs propres enfants. Il faut figurer une façon d'habiliter cela, au lieu de supposer que les jeunes, les travailleurs sociaux sont la seule réponse. Ils ne le sont pas. Thank you very much. I think we have a question from up in Merci. the balcony. On a une question dans le balcon. Oh, sorry. We'll go to you then, Fraser. You just look taller than everybody else. That's why we. On va aller à Fraser. Hello, my name is Lucy Knockwood. Alors, Lucy Knockwood, je suis Mi'kmaq. Je vais à l'école Montessori à Charlottetown. Est-ce que vous pensez, s'il y avait des Autochtones nommés au Sénat pour donner de mauvais espoirs, ou bien que ça va changer la vie des gens?
C'est une très bonne question. Tu as raison de la poser parce que jusqu'à un certain point, il y a eu juste une représentation qui a une représentation illusoire. Et certains de nous ont été mis dans des postes parce que les autres peuvent dire « Ah, voici ce qu'on a fait. On a quelqu'un pour représenter ces gens-là, ces Autochtones, donc on a bien fait. » Je le vois beaucoup dans le monde corporatif au Canada, où des Autochtones sont cooptés pour être la voix au niveau de la foresterie, des mines, du pétrole. Et je le vois aussi dans certains cercles politiques. Il faut reconnaître qu'il y a un risque en reconnaissant que les gens sont nommés dans des postes qui ne connaissent pas leur culture, leur langue, leur histoire, et qui sont seulement là comme un visage brun pour mettre en vigueur la loi des hommes blancs. Et c'est un phénomène qu'on connaît. Il faut se protéger contre cela. Alors, il faut s'assurer qu'ils ne sont pas là seulement à cause de leur couleur et de leur provenance, mais il faut qu'ils connaissent leur histoire et de la capacité de vivre à partir de leur connaissance et faire en sorte que ça peut fonctionner dans un environnement existant. Quand j'étais un jeune avocat, je peux vous raconter une courte histoire. Après l'école, j'ai décidé d'abandonner la pratique du droit parce que je pensais que je travaillais dans un système qui était si injuste pour nos gens que je ne pouvais pas y participer. Historiquement utilisé pour opprimer les Autochtones et je me sentais coupable, j'avais honte. J'ai décidé d'abandonner. Je suis allé parler à un aîné pour qui j'avais beaucoup de respect. Il m'a écouté toute la journée. Et en bout de ligne, il m'a parlé de ma décision que j'avais déjà prise. Et je voulais sa bénédiction. Il m'a dit, en fait, si tu peux faire, tu peux devenir un charpentier ou un plombier, travailler sur les autos. Ce sont des choses auxquelles j'avais pensé. Ou tu pourras faire d'autres choses, mais n'oublie pas que tu ne pourras jamais ignorer le droit et les gens vont toujours venir te voir pour des conseils. Parce que tu vas voir ces conseils-là, tu vois ces connaissances-là. Il y a très peu de gens dans la communauté qui ont ces connaissances-là. Tu auras toujours cette responsabilité-là de partager avec eux. Mais tu prends la décision pour toi-même, mais n'oublie pas aussi que ton problème, c'est que tu ne peux pas être un bon avocat. Tu es un bon avocat parce que je t'ai vu en cours. Et un de ces jours, tu pourrais être même un bon juge. Mais tu ne seras jamais l'avocat que tu peux être, ni le genre de juge que tu peux être si tu ne sais pas qui tu es. Alors, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est Anishinaabe pour être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur fils et un meilleur grand-père à tes petits-enfants. Notre défi dans la vie, ce n'est pas d'être mieux pour l'homme blanc. Notre défi, c'est d'être le meilleur humain qu'on peut être. Parce que c'est ce que le Créateur nous demande à tous. C'est ça notre défi. Ceux qui viennent à ces postes-là, peu importe leurs antécédents, si des gens autochtones sont nommés au Sénat, ou à des conseils d'administration ou d'autres postes dans la réponse à la question « Quel genre de personne autochtone es-tu? Quels sont tes enseignements? Est-ce que tu les connais? » Alors, n'hésitez pas à continuer cette question-là, parce que c'est une question légitime. Alors, merci. On revient de l'autre côté à Rosie. Bonjour, Michel Gott. Bonjour, Monsieur le Sénateur. C'est honoré de vous entendre aujourd'hui et d'être sur le territoire Mi'kmaq. Je suis de l'Ontario et je prends une pause à l'École élémentaire catholique en Ontario et je fais mon doctorat à UPI.
Et j'ai bien aimé entendre votre fils parler. Alors, c'est bien de rencontrer la légende. Vous êtes comme un rockstar. Mon intérêt est sur l'éducation, sur les traités. Et en regardant les statistiques, 1% de personnes autochtones auto-identifiées sont dans le système public de l'école. Et la plupart sont dans le système d'éducation publique avec un montant disproportionné au niveau de la statistique. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux enseignants non autochtones pour changer l'attitude parce qu'ils sont pas autochtones, qui pourraient ne pas parler de la culture autochtone. C'est une résistance qui a eu lieu à cause du vacuum qui existe, parce qu'on n'a pas assez d'enseignants qui ont ces connaissances-là. Mais encore là, une variation sur la réponse que je viens de donner à l'autre. Souvent, nos propres personnes ne savent pas les réponses à ces questions-là. Ils ne connaissent pas leur propre culture, leur propre histoire. Et de supposer que tous les Autochtones peuvent enseigner cela parce qu'ils sont autochtones, c'est une supposition qui est souvent fausse. Alors, il faut s'assurer que ceux qui sont en position de contribuer à ces enseignements-là ont la capacité de les livrer. Que ce soit autochtone ou non autochtone, je demanderais à toutes les institutions d'éducation de s'assurer que ceux qui sont capables de donner cette éducation-là aux jeunes du pays aient une bonne connaissance de ce qu'on leur demande d'enseigner. Tu ne mettrais pas quelqu'un en place d'enseigner la mathématique s'il ne connaissait pas les maths. On ne fera pas ça pour enseigner l'histoire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, pour enseigner la littérature qui ne connaît pas la littérature. Alors, pourquoi est-ce qu'on mettrait quelqu'un dans une position d'enseigner l'histoire autochtone ou l'histoire des traités s'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est? Et s'ils savent ce que sont les traités, quelles étaient les relations, parce qu'ils ont été éduqués par des gens qui ont ces connaissances-là et qui sont reconnus comme des experts, à ce moment-là, ils devraient avoir le droit de l'enseigner. Mais l'auto-éducation, des fois, ça peut être un peu confondant. Alors, j'avertis les enseignants, seulement de lire les livres, c'est pas la seule réponse. Il faut aller parler, être éduqué par ceux qui ont les connaissances, qui sont reconnus comme ayant des bonnes connaissances. Et il peut y avoir des professeurs universitaires. Maintenant, on a plus d'éducateurs universitaires qu'on avait auparavant. On a plus d'Autochtones étudiants universitaires aussi qu'on avait auparavant. Et ils sont prêts à partager ces connaissances-là avec ceux qui la recherchent. Alors, les jeunes frères et sœurs auront les bonnes fondations pour aller d'avant dans la vie. Thank you very much. We have another question. Alors, merci. On aura on une question my left, up there, Fraser. à ma gauche. Hi, my name is Nick McIntyre. Nick thank you for McIntyre, being Senator Sinclair. merci d'être venu, sénateur. Status on my mother's side. J'ai le statut d'Indien de côté de ma mère How you feel about et je me demande ce que vous pensez where the reconciliation is truly si happening. la réconciliation se passe vraiment. Quand le gouvernement fédéral continue à se battre contre nos gens en cours, Child welfare quand situation, on soulève la question du bien-être des enfants et que le gouvernement Trudeau fait appel de la décision au lieu d'aider ces jeunes-là pour s'éloigner de l'assistance sociale. Non, c'est ça la réponse à la question. Ça ne contribue pas à la réconciliation. Quand le gouvernement continue à se battre contre les Autochtones, même ce que les cours ont reconnu était leur droit. Okay, thanks again. Now we do have a question from On a the balcony. une question du balcon. Kwe Delawisi
Hello, my traditional name is Mon nom Eagle traditionnel, Dancer. Eagle Dancer, My formal name is Richard Lashai. Richard Lachey. Blessing to meet you a C'est little une bit bénédiction de in te Ottawa rencontrer when I was, à Ottawa welcome to join quand on m'a demandé the de chamber me in joindre à la the Chambre Senate. dans une bande qui s'appelait Indigéniser le Sénat au mois d'août. Alors, bienvenue à Mi'kma'ki. Merci beaucoup de ce que vous faites pour nous, les Autochtones à travers le Canada. C'est une superstar. Non, elle a dit que c'était rockstar. Pour moi, comme jeune, il y a deux hommes ici que des gens que j'ai admirés depuis longtemps. Ma question aujourd'hui, maintenant que l'élection est passée derrière nous, qu'est-ce que vous penserez que serait le mouvement sur la Déclaration des droits des Autochtones? Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que le gouvernement... Est-ce qu'il va y avoir des changements maintenant ou du mouvement en tout temps? Je pense que la pression va toujours être sur le gouvernement fédéral de promulguer des législations comme le projet de loi 262. Ce projet de loi-là ne disait rien d'autre que le gouvernement fédéral devrait faire une analyse de sa législation pour s'assurer que toutes les législations se conforment à la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones. Certains ont dit que ça deviendrait une loi du Canada. Mais non, ça ne peut pas faire ça, mais c'est intéressant parce qu'un des événements importants qui se passe et qui va ajouter un peu plus d'élan, forçant le fédéral à faire ce qui est passé en Colombie-Britannique. Ils ont introduit une législation pour aligner les lois de la Colombie-Britannique en ligne avec la Déclaration des Nations unies. Comme dans le rapport de la Commission, tous les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux doivent examiner de près comment ils font affaire, se demander la question si ces législations-là, ces règlements-là, ces politiques-là sont cohérentes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones. Et les principes sous-jacents, ça peut être utilisé comme cadre pour les conversations autour de la réconciliation à l'intérieur de la propre juridiction. Je pense que le gouvernement fédéral n'aura pas de choix éventuellement d'introduire des lois au projet de loi 262. Et s'ils ne le font pas, probablement qu'on va le faire à travers le Sénat. Je pense qu'on a le temps pour une autre question. Ce serait la dernière question. Chelsea Perry. Je suis avec la province. Ma question... C'est pas seulement pour l'île, mais c'est concernant la construction du Trans-Canada Pipeline. Alors, ils disent qu'ils ont en fait des ententes avec les chefs des bandes, mais sans consulter les aînés. Comment est-ce qu'on va créer un meilleur processus de consultation, pas seulement avec ceux élus, mais les chefs héréditaires? Une des choses qui a été affirmée de temps à autre quand ça vient au pipeline, Trans-Canada inclus, c'est que plusieurs Premières Nations le long de la ligne, là où c'est proposé, ont signé ce qu'ils appellent des formulaires de consentement, mais c'est pas vraiment ça. Ils signent un document qui sont seulement des ententes d'impact bénéfique. S'il y a des emplois, alors la communauté aurait des emplois. S'il y a des dommages causés à cause du pipeline,
que leur communauté va être incluse dans l'évaluation du dommage ou embauchée pour nettoyer le dommage. Alors, cet impact-là, ces ententes-là ne sont pas des consentements et la plupart ont dit, on s'est fait dire qu'ils n'avaient pas de joie parce qu'ils avaient, c'est seulement un renouvellement de ces ententes de bienfaits. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les communautés de Premières Nations qui ne sont pas les leaders traditionnels, ils sont élus selon la loi sur les Indiens, qui est une loi fédérale. Ces leaders-là sont les élus, sont souvent en conflit avec les leaders traditionnels. Et c'est souvent les leaders traditionnels sont les aînés de leur tribu et qui disent, avant que tu signes une entente comme ça, avant que tu donnes consentement, il faut que tu aies notre propre approbation parce que tu n'es pas autorisé à faire cela. Traditionnellement, l'autorité vient des chefs traditionnels et le gouvernement du Canada ne reconnaît pas ça. Il reconnaît seulement ceux qui sont élus selon la loi sur les Indiens et ça crée un conflit. Je pense que le gouvernement fédéral soit se retirer de là. Toutes les tribus doivent figurer ça entre elles. Alors, une conversation qui doit avoir lieu dans chaque tribu à propos de comment ils vont résorber cela. Et ils doivent le faire parce que l'avenir du Canada dépend de cela et même le futur de la communauté y dépend. Je dirais, une des choses qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des développements qui vont se produire, pas seulement les pipelines, mais aussi autres choses qui vont être importantes pour les communautés autochtones d'agir comme partenaires. Parce qu'il peut y avoir vraiment des emplois, par exemple l'industrie minière, entre autres, où ils vont être capables de partager éventuellement dans le produit et les bienfaits du produit. Il faut qu'il y ait de meilleures conversations que qu'est-ce qui s'est fait par le passé. Merci. Merci pour ces questions. Merci au sénateur Sinclair pour vos réactions. Avant que j'oublie, traditionnellement, dans mon personnel, je devrais informer les gens que les selfies sont disponibles plus tard. Parce que certains vont se garrocher vers la scène, alors faisons-le d'une manière plus organisée. Et je voudrais dire également, je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant, mais l'île du Prince-Édouard est l'envie de l'ouest du Canada, parce que vous êtes la seule province au Canada qui peut pourrait se séparer et de fermer la frontière au pont. Alors, merci encore, sénateur. Alors, maintenant qu'on termine, je veux remercier le sénateur Sinclair une fois de plus, le sénateur Francis, le premier ministre Dennis King, Johnny Pelletier-Loche et la chorale des jeunes du Centre de la Confédération pour leur participation dans la cérémonie et la présentation d'aujourd'hui. So the last word in French. Thank you all for coming to take part of this Simon's Medal lecture 2019. We hope to see you next year. Merci et on vous invite à la prochaine présentation en 2020.